thiết phải chụp cộng hưởng từ, cũng như là không cần phải xét nghiệm các dấu ấn khối u. Voilà à quoi ça ressemble, même sur les vieilles échographies, c'était tout noir. Les échographies plus récentes, voilà, vous mettez le Doppler là-dedans, il n'y a rien qui prend, et quand vous tombez dessus par hasard pendant la chirurgie, c'est vraiment des kystes transparents, il ne faut rien en faire, même si vous tombez dessus par hasard lors d'une opération. Cái nang cơ năng này thì chúng ta thường sẽ nhìn thấy, hoặc là trên siêu âm thấy một cái nang chống âm, hoặc là có thể nhìn thấy đôi khi ở tình cờ trong phẫu thuật chúng ta sẽ nhìn thấy một cái nang có màng mỏng trong suốt. Le kyste lutéinique, il est un petit peu plus piège parce que parfois il est gentil comme l'autre, tout anécogène pur, et puis parfois il va avoir saigné un peu, et ça fait comme des petits filets, comme un filet de pêcheur, comme le filet de la pêche. Et du coup on voit vraiment des petits croisillons comme ça, assez réguliers, mais vraiment très blancs, dans quelque chose qui est noir par ailleurs. Ça c'est vraiment le kyste hémorragique pur, et ça ne prend pas de Doppler. Bình thường như các cái nang cơ năng khác, nhưng cũng có khi các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh chảy máu trong nang, thấy hình ảnh có cái hình ảnh dài sợi sợi dây cước. Donc vous voyez, un kyste hémorragique, ça ne ressemble pas du tout à un kyste d'endométriose. Le kyste d'endométriose, c'est très doux, très régulier, alors que le kyste hémorragique, il y a des traits, des petits traits comme ça tout le long, très blanc, avec du très noir et du très blanc. Các bạn nhìn thấy ở hình ảnh của nang hoặc tuyến này thì nó lại khác so với cả cái nang lạc nội mạc tử cung. Thường là cái tổ chức ở trong cái nang lạc mạc tử cung nó đồng nhất hơn. Ở đây thì có vùng đen vùng trắng. Oui, on peut se tromper avec le dermoïde. C'est classique en général de se tromper avec le dermoïde. Le dermoïde, c'est plus blanc. Ça ressemble un peu à ça. Tu ne peux pas te tromper en fait entre un kyste hémorragique et un endométriome, alors qu'en vrai ça ressemble à la chirurgie, mais tu peux te tromper avec le kyste hémorragique, et il faut beaucoup d'expérience parce que le kyste hémorragique il fait des petites lignes comme ça, tu vois, ça fait des petites lignes qui se croisent, mais il n'y en a pas beaucoup, alors que le kyste dermoïde c'est comme ça, mais il y en a partout, c'est très blanc en fait, il y a tellement de lignes que ça devient très blanc, et il faut chercher, il y a souvent deux niveaux dedans, parce qu'il y a la graisse et les cheveux. Et puis parfois il y a une petite zone qui atténue justement. C'est très dense, mais c'est vrai qu'on peut se rater. Moi ça m'est déjà arrivé entre kyste hémorragique et dermoïde de me tromper. Thì cũng có thể nếu ta không cẩn thận thì có thể nhầm với. C'est un peu difficile le dermoïde. Bon, après c'est deux trucs très bénins, voilà. Et le kyste hémorragique, quand tu le recontrôles à 3 mois, il évolue beaucoup, alors que le kyste dermoïde il change pas. C'est pas très grave en fait de se tromper entre un dermoïde et un hémorragique. Tu dis bah c'est peut-être hémorragique. 3 mois après, s'il a vraiment le même aspect, qu'il n'est pas devenu plus liquidien, plus noir, qu'il reste très très blanc, avec plein de petits échos très très vifs, je te dis ah je me suis trompé, c'est un dermoïde. 3 mois après, c'est pas. Et donc quand on est sur des kystes qui persistent, qui ont vraiment un aspect de kyste fonctionnel et qui reste, c'est en fait un cystadénome séreux. Une fois qu'on a dit ça, on dit en fait c'est un kyste fonctionnel qui reste et on s'en fiche, il ne deviendra jamais un cancer. Et le seul truc qui peut nous embêter, c'est s'il appuie, s'il gêne la patiente. Le séreux. Kyste séreux, c'est comme un kyste fonctionnel, anécogène pur, pas de cloison, pas de végétation. Et celui-là, s'il reste plus que 3 mois, il est organique. Cái nang thành dịch, cái khối u buồng trứng dạng thành dịch này thì về hình thức của nó thì giống y như là cái nang cơ năng, tuy nhiên nó sẽ tồn tại lâu và không biến mất, thậm chí tăng lên về kích thước. Donc voilà, le kyste séreux, c'est vraiment presque les mêmes photos que le kyste fonctionnel de la première partie de cycle. Et donc vraiment, il n'y a rien à en dire, quoi. On peut le regarder autant de fois qu'on veut, il n'est pas inquiétant. Théoriquement, on le voit une première fois, on le contrôle à 3 mois, il est toujours là, on peut dire que je le contrôle à 1 an, et s'il est toujours là, la même taille, pas de symptômes, je l'oublie. Vậy là kinh nghiệm của thầy là
Après, il y a les cystadiomes mucineux qui sont plus rares et qui sont un peu plus durs qui sont un petit peu plus durs à gérer parce que pour le coup, eux, ils ont un risque de se transformer. Donc ça va être des kystes, ils sont pas très bonnes photos, désolé, j'aurais pu en prendre des plus nouvelles. C'est surtout des kystes qui ont beaucoup de cloisons à l'intérieur et souvent un petit peu plus écogènes. Peut-être là, c'est pas vraiment le plus parlant. C'est souvent quand même des gris assez lisses, mais des gris de différentes couleurs. Gris foncé, gris clair, noir. On va avoir plein de couleurs différentes dans un kyste avec plein de cloisons. Et dans ce cas-là, eh ben, c'est pas une urgence, mais il faut quand même les opérer. Trong trường hợp u buồng trứng dạng chế nhầy chẳng hạn, thì chúng ta luôn luôn nhìn thấy nhiều vách và chúng ta nhìn thấy các cái ở giữa các vách ngăn những cái phần tổ chức cái phần dịch u ở nhiều cái độ tuổi khác nhau, thế nên chúng ta sẽ nhìn thấy ở dưới nhiều cái thang xám khác nhau, xám nhẹ, xám đậm và đôi khi có vùng tăng âm một chút. Donc tout ce qui est anécogène sans cloison, on laisse tranquille, même si c'était un peu mucineux parce qu'on le voit bien. Et quand il y a des cloisons et que ça ressemble vraiment à un kyste mucineux, surtout si on a une IRM qui le confirme, en général on va faire l'opération parce que le mucineux, il a un risque de se transformer en cancer. Tất cả những cái nang và chống lông này về cơ bản thì chúng ta đều tương đối yên tâm đối với cả những cái nang chế nhầy chúng ta nó cũng là lành tính thôi, nhưng mà chúng ta sẽ phải mổ trường hợp đấy. Đôi khi có thể nhận có thể thấy những cái rác từ nước vòi tử cung, nang nước cạnh vòi. Après, c'est des propositions qui avaient été faites dans des recommandations en France. Qu'est-ce qu'on fait de quel kyste? Donc, globalement, quand les patients sont asymptomatiques, après 6 mois, on ne faisait rien avant la ménopause. Après, si le kyste persistait, on pouvait les opérer quand même. Maintenant, on essaie quand même, depuis 2005, ça fait quand même 20 ans, on essaie quand même de ne pas opérer les kystes qui ne gênent pas. Et quand les femmes sont ménopausées, on a un peu plus facilement tendance à enlever les ovaires. Mais là encore, si on a vu le kyste ne pas bouger, faire moins de 5 cm, qu'on l'a trouvé par hasard, qui ne gêne pas la patiente, ben on essaie de la convaincre de le laisser tranquille. Si c'est clair. Các bạn nhìn thấy theo cái hướng dẫn chẩn đoán của CNGOF, Hội sản phụ khoa Pháp năm 2005 đấy, thì cho đến nay người ta vẫn tiến hành với những người phụ nữ chưa mãn kinh thì với những cái nang mà dưới 6 cm thì người ta có thể theo dõi được và có thể là nang cơ năng. Với những cái nang 6 cho đến 8 cm thì người ta sẽ tiến hành chờ đợi trong vòng 3 đến 6 tháng, và nếu có triệu chứng thì người ta sẽ mổ sớm. Còn với những cái người phụ nữ đã mãn kinh rồi thì dưới 5 cm thì người ta vẫn có thể theo dõi, trên 5 cm thì người ta theo dõi xét nghiệm CA125, nếu không có triệu chứng thì người ta cũng không phẫu thuật. Donc pour répondre à ta question, le kyste dermoïde, tu vois, il va y avoir des échos un peu plus denses dedans, il y a moins de noir, ou alors quand il y a du noir, tu vois, c'est en deux faces, quoi. Il y a vraiment noir d'un côté, blanc de l'autre. Le dermoïde, il est très très variable, et c'est pour ça qu'il peut se faire avoir, mais il n'a pas de caractéristiques inquiétantes, parce que ça, c'est pas vascularisé, là, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de cloison. Donc t'arrives pas tu te dis, c'est bizarre, c'est pas un kyste rassurant, mais tu n'as aucun critère pour le trouver inquiétant. Pas de Doppler, pas de végétation, pas de cloison. Et en plus, il a tendance parfois à atténuer derrière. Là, on ne voit pas, mais si, là, par exemple, là, il y a une ombre. Ici, c'est noir. On ne voit pas derrière. Donc peut-être ici, il y a un petit peu de calcium. Là, il est fait un peu solide, en fait. Mais si tu regardes, peut-être qu'il va avoir une zone où il y aura un petit peu de noir. Souvent, il est biphasique. Et c'est pas solide parce que c'est pas vascularisé. Tout ce qui est solide est forcément vascularisé. Sinon, c'est mort. Trên đây là hình ảnh của u nang bì buồng trứng, thường là thấy hình ảnh hơi tăng âm vang một phần và có thể có một phần chứa dịch. Tuy nhiên là không có những cái hình ảnh gợi ý khối u buồng trứng ác tính như là nhiều vách hay là có nhú bên trong hay nhú bên ngoài hay là mạch máu tăng sinh. Và những cái khối u bì buồng trứng này thường có cái phần cản âm, vì thế nên chúng ta thấy có hình ảnh phóng cản ở phía đằng sau của phần khối u. Donc en fait, c'est pas du solide, c'est du liquide épais, c'est du gras, quoi. C'est du liquide gras. Donc ça atténue les ultrasons, c'est pour ça qu'il y a des égos. Mais par contre, ce gras, il n'est pas relié à la paroi par des vaisseaux qui lui permettent d'être vivants. C'est de la masse morte, quoi. Donc c'est pas de la portion solide. Ou si c'était une portion, un kyste d'aspect solide comme ça, tu aurais au moins un peu de Doppler. Pas forcément beaucoup,
dans certaines, par exemple, les cystadénofibromes, ils sont très fibreux, et ben, ils prennent légèrement le Doppler, et donc ça peut ressembler à ça, mais ça prend le Doppler. Các bạn nhìn thấy sẽ thấy cái siêu âm cái hình ảnh dịch ở đây, nhưng mà dịch nó có chứa mỡ, vì thế nên nó sẽ hớp dịch nó cản âm, không phải giống như những cái nang thanh dịch thông thường. Et le kyste dermoïde, il est très variable en fait. Il y en a, on envoyait 5 différents, enfin 5 de 5 patients, ça va toujours être des images très différentes les unes des autres. Donc on n'est jamais très bon pour les dermoïdes parce qu'on n'a jamais vu un comme ça, à chaque fois qu'on en voit un, c'est un nouveau. Donc voilà un autre type, tu vois, là c'est plus typique, où on te dit ah ça pourrait être un kyste hémorragique, mais en fait non, c'est très blanc, tu vois, très blanc, des gros traits blancs, plus courts et plus épais. Alors que le kyste hémorragique, c'est un fin trait blanc qui traverse un peu tout et qui fait comme des filets. Voilà. Du coup, tu vois, là, tu ne pourrais plus te faire avoir sur un kyste hémorragique, mais si tu le vois 2 fois de suite, tu ne vas pas te faire avoir. Các bạn nhìn thấy tăng âm của giải sợ của chảy máu trong nang, mà cái này là những cái hình ảnh tăng âm sáng rõ, tức là thường là tắc. À l'époque, on faisait carrément des radios du ventre pour voir les zones calcifiées. On ne fait plus ça aujourd'hui. Mais tu vois, à l'intérieur, tu as des cheveux, du gras, des fois un petit os, c'est dégueulasse. Et puis une espèce de liquide vert. Đôi khi chụp X-quang có thể thấy những cái canxi hóa của khối u. Si tu le ronds dans le ventre, c'est la catastrophe parce qu'il y a des cheveux partout, tu n'arrives jamais à les enlever, ça colle. Alors après, qu'est-ce qu'on fait des kystes dermoïdes? Alors on avait proposé un algorithme en 2013, Nicolas Bourdel avait dit, s'il fait moins de 6 cm, on peut le surveiller régulièrement. S'il y a des symptômes, on peut proposer d'opérer les patientes. Si elle veut garder sa fertilité, on essaye de faire une kystectomie. Puis si elle ne veut pas garder sa fertilité, on enlève tout l'ovaire. Et puis voilà, c'était un petit peu une réflexion comme ça. En tout cas, de moins de 6 cm, il faut essayer de ne pas opérer les patients parce que souvent, il va y avoir des atteintes bilatérales. Et parfois, on voit sur un ovaire droit et puis 5 ans après, c'est l'autre ovaire. Et si on a abîmé l'ovaire, on a abîmé la réserve ovarienne. Donc le dermoïde, le risque, c'est la torsion. Il faut expliquer à la patiente qu'il peut se tordre, mais s'il n'est pas symptomatique, il faut essayer de ne pas trop opérer. Về đây là cái lực độ về xử trí khối u buồng trứng. Về cơ bản khi khối u lớn hơn 4 cm thì chúng ta có thể cân nhắc về phẫu thuật bảo tồn. Và chúng ta nếu có theo dõi thì chúng ta sẽ phải giải thích bệnh nhân về cái nguy cơ của cái khối u buồng trứng là nó xoắn bụng, gây xoắn phân phổi. Bon, les endométriomes, je ne vais pas revenir dessus, je crois qu'on a fait vraiment le tour de la question. Je vous remets quelques photos. Vous voyez, vraiment très régulier, très doux. Ça dépend un peu comment vous réglez l'appareil d'écho, mais je ne remets pas ça, je l'ai déjà mis. Et donc les cancers. Maintenant, si on a un cancer, comment on a fait bien les échos, on a fait notre IRM, on a une patiente plus âgée, on les trouve souvent à des stades avancés avec de l'acide, une patiente fatiguée avec de la carcinose, et souvent la problématique de l'échographie, c'est pas celle-là. Donc après, tardivement, altération de l'état général, parfois même carrément elle est en occlusion, elle vomit. Le tableau est souvent plus celui-là. Donc les marqueurs pour nous aider à trouver le type de cancer, CA125 surtout pour dire qu'il y a de la carcinose, CA19-9 et ACE pour orienter vers le mucineux, inhibine, estradiol, LDH, AMH, plutôt les tumeurs de la granulosa, CA15-3 ça peut être de la carcinose sur cancer du sein, et les tumeurs germinales vont avoir souvent les HCG ou l'alpha-fétoprotéine augmentée. C'est l'IRM pelvienne qui est l'examen de référence pour les lésions suspectes de l'ovaire isolé. Mais dès qu'on a de la carcinose et qu'on en est sûr, l'IRM ça sert à rien du tout de faire une IRM quand on a une carcinose. À ce moment-là, il faut surtout faire un scanner pour voir l'étendue de la carcinose, regarder s'il y a de l'acide. J'ai fait une grosse lecture, je te laisse relire toute la diapo. Trên đây là cái bức tranh về khối ung thư buồng trứng. Các bạn thường hay gặp ở người phụ nữ già lớn tuổi, có thể xung quanh tuổi 70 tuổi, và thường hay gặp ở những cái khối ung thư buồng trứng ở giai đoạn muộn. 70% phát hiện ở giai đoạn 3, 4, và chúng ta thấy những cái hình ảnh siêu âm, những cái hình ảnh và cũng như siêu âm thấy những cái hình ảnh của buồng trứng gợi ý ác tính, và xét nghiệm các cái dấu ấn khối u có thể làm CA125 trong trường hợp những cái khối u thanh dịch, CA199 trong những trường hợp u nhầy, và xét nghiệm CA153 trong trường hợp những cái bệnh nhân có
tiền sử ung thư vú, xét nghiệm HCG, alpha FP trong những cái trường hợp nghi ngờ khối u có nguồn gốc tế bào mầm, thường ở những người phụ nữ dưới 40 tuổi. Trong những trường hợp mà nghi ngờ có xâm lấn di căn xung quanh thì chúng ta có thể làm thêm những cái xét nghiệm thăm dò như IRM hay là chụp PET. Donc concrètement, la première partie du cours, à chaque fois qu'on arrive à plus de 10% d'une lésion maligne, y compris le borderline, il faut aller à la célioscopie, à l'opération, pour avoir une anapathe et une certitude. Và trong những cái phần lúc mà cần chẩn đoán, chắc là trong 10% trường hợp thì người ta sẽ cần phải nội soi ổ bụng thăm dò để mà có thể lấy những cái phần bệnh phẩm cũng như là xử trí khi cần thiết. Bon, cette figo, je ne vais pas trop détailler, mais globalement, jusqu'au stade 1, c'est de limiter au pelvis, ensuite, à l'ovaire, pardon. Au stade 2, c'est limité au pelvis, et stade 3, c'est les atteintes du reste de l'abdomen ou des ganglions. Les stades 4, c'est les stades métastatique. Giai đoạn thì các bạn biết quá rõ rồi. Giai đoạn 1 là tại buồng trứng, giai đoạn 2 thì là tại buồng tử cung, giai đoạn 3 thì là vào ổ bụng, giai đoạn 4 thì di căn xanh. Donc le cancer de l'ovaire, pour faire très très simple, on a deux moyens d'action dessus, la chirurgie et la chimiothérapie. Et la question c'est, est-ce que je vais pouvoir obtenir une chirurgie complète? C'est ça le but, c'est d'obtenir à un moment donné une chirurgie complète à l'œil nu. Et si c'est possible tout de suite, et sinon après 3 à 6 cures de chimiothérapie. Phương thức điều trị thì có hai phương thức chính. Thứ nhất là phẫu thuật và thứ hai là hóa trị. Thì chúng ta sẽ đặt ra một vấn đề là phẫu thuật từ đầu, nếu như luôn luôn là câu hỏi với các phẫu thuật viên là liệu tôi có thể lấy hết được các khối u không? Il y a des éléments très clairs qui montrent que si on est un spécialiste de la gynécologie cancérologique par rapport à un chirurgien normal, bah, la survie est meilleure. Si on est dans un centre universitaire ou un centre de référence, la survie est meilleure que quand on n'est pas spécialisé et qu'on n'en fait pas souvent. Trên đây cho thấy là nếu như được phẫu thuật với các phẫu thuật viên chuyên về ung thư phụ khoa hay là bác sĩ về ung thư thì sẽ có kết quả tốt hơn so với cả những bác sĩ phẫu thuật ngoại trung, hay là nếu được điều trị ở các cái trung tâm chuyên sâu thì cũng có kết quả và thời gian sống lâu hơn so với cả điều trị ở các cái trung tâm không chuyên. Donc les cancers de l'ovaire localisés, c'est toujours la chirurgie en premier. On fait une hystérectomie, une annexectomie bilatérale et souvent on va faire les curages pelviens et lombo-aortiques pour avoir la certitude qu'il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire. Phẫu thuật tiêu chuẩn vẫn là cắt tử cung vào các phần phụ hai bên và đi kèm với việc là vết hạch trọng và vết hạch chủ bụng để xem có di căn hạch hay không. Comme c'est une opération longue, compliquée, que l'ovaire est souvent très gros, on le fait volontiers par la laparotomie. Mais si jamais on a déjà enlevé l'ovaire ou que l'ovaire n'est pas très gros, on peut faire par célioscopie, voire au robot. Ce n'est pas interdit. Thường là được phẫu thuật mổ mở là phẫu thuật tiêu chuẩn trong trường hợp mà nếu khối u chúng ta thấy ở giai đoạn sớm nhỏ thì chúng ta có thể phẫu thuật nội soi, tuy nhiên cẩn thận nguy cơ vỡ khối u. Dès qu'on a une atteinte extra-ovarienne, donc dès le stade 2, il faut se poser la question de la résécabilité. Est-ce que je peux enlever tout le cancer de l'ovaire ou est-ce que je ne peux pas? Et ça se fait très bien en célioscopie avec le score de Sugar-Baker, le PCI, ou le score de Fagotti, qui est un score un peu simplifié pour la célioscopie. Et on commence par cette célioscopie et après cette célioscopie, soit le jour même, soit quelques temps après, on décide de faire la chirurgie si elle est possible, ou alors de passer par la chimiothérapie en premier. C'est clair? Je vais faire la célioscopie, je regarde, je me dis est-ce que je peux opérer ou pas? Si je peux opérer, j'opère. Si je ne peux pas opérer, je fais la chimio. Non, c'est fatigant, c'est très compliqué là. Trong cái trường hợp khối u ở giai đoạn tiền sử, có nghĩa là khối u ở giai đoạn 2 rồi giai đoạn 4 thì chúng ta luôn phải cân nhắc là liệu tôi có thể phẫu thuật và cắt hết sạch triệt để khối u hay không. Trong một số trường hợp thì chúng ta sẽ cần thiết là tiến hành, và đa phần ở trong những trường hợp ông này thì nói là sẽ cần tiến hành nội soi ở bụng trước để đánh giá về khả năng phẫu thuật trên căn, và người ta sẽ tính những cái điểm Fagotti để xem là mức độ dính, mức độ xâm lấn như thế nào, để xem là nếu như không có khả năng phẫu thuật trên căn thì người ta sẽ điều trị hóa trị liệu, hóa xạ là tiền phẫu.
Donc, ensuite, il y a beaucoup de débats impossibles entre les chirurgiens qui trouvent ça génial de faire la chirurgie et d'opérer pendant des heures des patientes et les autres, mais globalement maintenant il y a quand même des publications qui sont très très claires pour dire que dès qu'il y a de la carcinose un peu étendue, la chimiothérapie en premier fait au moins aussi bien que de faire la chirurgie en premier. La seule différence, c'est que des fois, ça diminue la gravité de la chirurgie. Ça rend la chirurgie plus facile de faire la chimio en premier. Khi mà những cái khối u đã lan tràn ở khắp nơi ở bộ rồi thì người ta thấy là việc điều trị hóa chất trước có giá trị ít nhất là bằng với cả việc phẫu thuật ngay từ đầu, không kể là nó có thể tốt hơn, bởi vì sau nó có thể giúp bác sĩ sau này sẽ phẫu thuật sau khi điều trị hóa trị tiền phẫu sẽ giúp phẫu thuật dễ hơn. Donc, l'opération première oui, alors non, je dis juste, alors, je ne parle pas du stade 1, où là il n'y a aucune discussion sur le fait qu'il faut faire une chirurgie complète en premier. Et après, on fait souvent des chimios, mais pas toujours. La question c'est quand on est en stade 2, s'il y a de la carcinose, s'il y a ça de carcinose sur l'arrière de l'utérus, pas de question, on fait la chirurgie complète. À partir du moment où tu as au moins une résection digestive, à partir de là, à mon avis, il n'y a aucun bénéfice à faire la chirurgie en premier, à part à montrer à tout le monde que tu sais faire des grosses chirurgies, mais tu augmentes les complications, tu augmentes le risque que la patiente ne puisse pas avoir la chimiothérapie dans le bon temps, et ça, c'est potentiellement lui faire perdre ce que tu crois lui faire gagner en l'opérant plus vite. Nghĩa là nếu mà ung thư buồng trứng giai đoạn 1 thì đương nhiên chúng ta sẽ mổ ngay. Còn nếu mà ung thư buồng trứng giai đoạn 2 thì người ta thấy rằng cái việc mổ ngay với việc điều trị hóa chất trước xong mổ thì nó không khác nhau nhiều. Tuy nhiên nếu như mà mổ được ngay mà chúng ta xác định là mổ được thì vẫn nên mổ. Nếu như mà chúng ta xác định là phẫu thuật viêm, người ta xác định là giai đoạn 2 mà người ta đánh giá người ta mổ được thì vẫn nên mổ luôn đối với giai đoạn 2. Oui, ça, il n'y a aucune discussion là-dessus. Alors, si la patiente n'a pas l'argent de la chimiothérapie, de toute façon, c'est fichu. Soyons clairs, si tu ne fais pas de la chimiothérapie dans le cancer de l'ovaire en carcinose, la patiente n'a aucune chance de survie à 5 ans. Si jamais tu fais de la chimiothérapie, pour le même prix, si tu vas en faire 6, il vaut bien mieux les faire en premier, parce que ça augmente la qualité de ta chirurgie, ça diminue les risques de complications dans ta chirurgie, et parfois même, tu as des réponses complètes. Ça veut dire que tu auras peut-être, on va dire que tu n'as pas besoin de la chirurgie, on est trop tôt pour le dire, mais il y a peut-être même certaines patientes, un jour, on ne les opérera plus. Comme dans les cancers du col, en fait. Les cancers du col, maintenant, on les opère plus. Quand le radiochimio marche. On y viendra. S'il y a peur de implantation de carcinome, si on peut réséquer. En fait, la vraie chose, c'est si tu es sûr que dans un mois, la patiente elle aura sa chimio avec la chirurgie que tu vas lui faire, fais-lui. Si tu n'es pas sûr que dans un mois, elle pourra avoir la chimiothérapie parce qu'à cause de ta chirurgie, elle aura des complications qui font qu'elle n'aura pas la chimiothérapie, et bien en fait, tu lui fais perdre des chances. Donc, c'est ça, c'est quel chirurgien tu es, mais surtout comment la patiente elle est. Parce qu'il faut voir la patiente, si elle a de l'acide, si elle ne mange plus, si elle est fatiguée, tout ça, c'est des facteurs de risque de complications. Alors que tu lui mets la chimiothérapie, tu la fais remanger, tu la fais marcher un petit peu, et bien la chimiothérapie dans l'ovaire, elles sont mieux après la chimiothérapie qu'avant. Như vậy là thầy theo hướng là ủng hộ là thiếu phái ta sẽ nên hóa chất tiền phẫu với hóa chất tân bổ trợ để rồi sau đấy chúng ta sẽ phẫu thuật dễ hơn, triệt để hơn, bởi vì đôi khi là nếu như phẫu thuật từ đầu mặc dầu có thể cắt được hầu hết tổ chức khối u, tuy nhiên chúng ta sẽ phải làm delay cái việc điều trị hóa chất ít nhất là
chuyện đi đây lại sau khi mổ xong bệnh nhân cần thời gian để hồi phục hậu phẫu thì đôi khi nó cũng làm chậm trễ việc điều trị bệnh nhân. Après, on peut discuter de ça. Je dis ça moi avec mon point de vue, et dans les congrès, des fois, je parle exprès de dire ça pour qu'il y en ait qui disent l'inverse juste après. Mais je pense qu'il y a des endroits où il faut avoir des messages simples, et je pense que voilà, quelqu'un qui est très expert, qui peut faire 2 résections digestives dans un centre qui a énormément l'habitude et qui va avoir un gros suivi en réanimation pour que les patientes elles soient optimisées, qu'on puisse faire la chimiothérapie très tôt, même s'il y a encore des complications, il pourra discuter. Mais la plupart des gens, et je pense que vous c'est comme moi, c'est que si la patiente elle se retrouve avec une stomie, et ben je sais que dans un mois elle n'aura pas la chimio et en fait elle perd des chances. Parce qu'elle aura la carcinose sur la stomie et que ce sera la catastrophe. C'est très important ce que dit Charles. C'est vrai qu'il faut arrêter de penser que la chirurgie du cancer de l'ovaire, à part dans les stades très précoces, stade 1, comme il a très bien dit Charles-André, guérit les patientes. C'est vraiment la chimiothérapie qui va permettre de guérir. On voit les chirurgiens digestifs sur les cancers du côlon avancé, ils ne se posent pas la question d'aller, alors qu'ils savent très très bien opérer, ils ne vont pas aller faire la chirurgie en premier, ils vont d'abord faire des traitements adjuvants. Et puis les traités, il n'y a plus que la gynéco où on s'acharne à faire des chirurgies compliquées. On ne sait pas très bien pourquoi. Như vậy là hiện giáo sư là phẫu thuật từ đầu chỉ nên dành cho những bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn sớm thôi, nên sử dụng hóa trị tiền phẫu thì nó sẽ giúp cho tăng cái cơ hội phẫu thuật chắc chắn hơn. Donc ensuite, il y a quand même des innovations qui sont intéressantes. Bien sûr, quand les innovations intéressantes, souvent elles coûtent très cher, donc j'imagine que faut bien le discuter. On a eu la première des thérapies ciblées qu'on a eues, c'est l'Avastin, un anti-angiogénique, donc bevacizumab, qui permet, en particulier dans les stades très avancés, les carcinoses très étendues, surtout quand elles ne sont pas mutées BRCA, d'avoir un petit peu une meilleure survie à long terme. Et puis ensuite, il y a eu vraiment cette grosse avancée que sont les inhibiteurs de PARP. Je ne sais pas si vous y avez accès ici, mais qui, dans les mutations BRCA d'abord, les mutations BRCA génétiques, familiales, ont montré un très grand bénéfice. Et maintenant, on s'est rendu compte que les mutations du complexe HR, que tu expliquais au début, elles sont présentes dans 50% des cancers séreux, même quand on n'a pas les mutations familiales. Donc BRCA marchait très bien dans ces cas-là, et en fait, après, on s'est rendu compte que les inhibiteurs de PARP, c'est comme une chimiothérapie à part entière, et quand on récidive au moins, on les met même à tout le monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui a transformé la survie du cancer de l'ovaire. Quand on y a accès, on a tendance à le mettre maintenant de plus en plus. Trong vòng 10 năm gần đây thì có rất là nhiều tiến bộ trong cái việc điều trị về ung thư buồng trứng. Và nói đến vai trò của các cái thuốc đích, tôi nhất là thuốc kháng tăng sinh mạch là bevacizumab hiện tại đã được điều trị rất là nhiều. Và thứ hai là thuốc ức chế PARP thường hay dành cho những cái đối tượng bệnh nhân có cái yếu tố tái tổ hợp tương đồng không ổn định. Ensuite, il y a la la IPEC, hyperthermique intra-péritonéale chimiothérapie, donc chimiothérapie intra-péritonéale hyperthermique qui a été publiée par Van Driel en 2018 et qui a démontré que, en gros, quand il y avait besoin de faire la chimiothérapie néoadjuvante, 3 cures, et qu'on devait faire la chirurgie, et qu'on devait reprendre la chimiothérapie après, en fait, finalement, comme il a fallu arrêter 3 semaines la chimiothérapie, qu'on fait la chirurgie, qu'on doit attendre 4 à 6 semaines, il y a toute une longue période où il n'y a pas de chimiothérapie, bah, si tu arrives à glisser une chimiothérapie en fin de chirurgie dans le ventre, en réchauffant un petit peu pendant 1h30, et ben, tu augmentes la survie, probablement parce que tu arrives à mettre une séance de chimiothérapie supplémentaire pile au moment où la patiente, pendant normalement 2 mois, elle n'en a pas. Et donc tu permets comme ça de maintenir la chimio, et le fait qu'elle soit faite localement en fin de chirurgie alors que tu viens de faire la chirurgie, ça a probablement une efficacité encore plus importante. On met simplement du cisplatine dans le ventre pendant 1h30 dans un liquide chaud. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ouais, faites ici. C'est compliqué. C'est pas toujours simple, il faut des machines, mais il faut s'entendre avec les chirurgiens digestifs, souvent le font. Ça
rajoute 1 heure et demie à une grosse chirurgie. Như vậy là thầy nói về hóa trị liệu truyền trong ổ bụng và có gia nhiệt trong vòng 1 tiếng rưỡi, nâng nhiệt đến 42 độ thì nó có vai trò giúp cho cái việc là giúp cải thiện cái thời gian sống của bệnh nhân, cũng như là giảm thời gian thời gian sống của toàn bộ của bệnh nhân là được cải thiện. Bởi trên cái lý thuyết là bệnh nhân thường là được điều trị, ví dụ những bệnh nhân này thường là bệnh nhân ở ung thư giai đoạn 2 hay 4 thì các bệnh nhân này thường phải dừng để phẫu thuật được thì bệnh nhân phải dừng điều trị hóa chất ít nhất 3 tuần trước khi phẫu thuật, và sau 3 tuần sau khi phẫu thuật thì mới dùng lại được hóa chất. Như vậy là sẽ có một cái khoảng trống khoảng chừng 2 tháng bệnh nhân không được sử dụng hóa chất, và người ta đã nghiên cứu để tránh cái khoảng trống đấy thì người ta sử dụng hóa chất trong ổ bụng ngay vào thời điểm sau khi phẫu thuật, cắt triệt căn và người ta rửa ổ bụng và ngâm với cái hóa chất là cisplatin đó trong vòng 90 phút thì người ta thấy là cải thiện về thời gian sống của toàn bộ của bệnh nhân. Hiện tại bệnh viện Phụ sản Trung ương chưa áp dụng nhưng mà có thể là người ta sẽ sử dụng trong Donc ensuite, quand on a fait cette chirurgie, chimiothérapie en alternance, qu'on ait fait de la chip ou pas, qu'on ait fait des émetteurs de plaques ou pas, il y a des éléments importants quand on est chirurgien, c'est la préhabilitation, c'est ce que je vous expliquais. Les patientes, elles ont souvent eu, comme elles ont de la carcinose, elles n'ont pas mangé, elles ont perdu du